Blaise Agresti, vous avez été pendant longtemps à la tête de la gendarmerie de montagne, pour faire court, et la figure, l'expert du secours en montagne. Vous avez été aussi l'image pour le grand public du secours en montagne, fortement médiatisé, et à cette occasion, vous avez été celui qui donnait des conseils, qui appelait à la prudence, à la responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir finalement incité ou trop incité la société à ne pas prendre de risques? Alors moi, dans ma démarche personnelle de juste équilibre entre ma fonction officielle de gendarme et ma pratique personnelle en tant que guide de haute montagne, fils de guide, fils de parents qui faisaient beaucoup d'expéditions et qui avaient donc une pratique extrêmement engagée de la haute montagne, j'ai toujours cherché à trouver l'équilibre, à rechercher l'équilibre pour pas avoir ce discours stigmatisant autour de la prudence stérile, mais effectivement de dire c'est des beaux projets, ce sont des beaux projets, j'ai jamais été dans le jugement, notamment quand il y avait des accidents qui pouvaient mettre en cause très très clairement la responsabilité des gens. On a toujours été extrêmement prudents, et je pense que c'est une marque de fabrique des unités de secours en montagne, que ce soit les CRS et les gendarmes, dans la recherche de responsabilité, et même les magistrats qui traitent de ce contentieux sont extrêmement modérés. Donc je ne pense pas qu'on ait eu, nous, un discours angélique d'un côté en disant que ces risques-là, il ne fallait pas les prendre, qu'il fallait toujours mettre des barrières autour de cette activité. Je crois qu'on a toujours essayé de trouver le chemin étroit entre le sens de cette activité, la haute montagne en l'occurrence, et ce lien avec le risque qui est extrêmement positif, mais aussi quelque part d'avoir aussi un discours de raison, de préparation, etc., et de revenir sur des fondamentaux qui permettent de le réduire. Tout l'enjeu étant la réduction de ce risque. Ouais, en sachant quand même que les médias l'utilisaient à leur manière, c'est-à-dire qu'ils vous tiraient sans doute dans le sens de tirer les oreilles à ceux qui avaient fait ou étaient censés faire des erreurs. Alors, vous en aviez conscience? Alors, bien sûr, on en avait conscience. Ce qui est justement une difficulté, c'est qu'on tombe souvent dans la caricature, et notamment quand on a des gros événements dramatiques avec beaucoup de morts, on est d'abord dans l'événement, les morts, les liens de causalité avec la responsabilité éventuelle d'un guide, d'un encadrant, etc. Et souvent ça s'arrête là. On ne peut pas enclencher une démarche pédagogique pour essayer d'expliquer pourquoi ça avait du sens, y compris quand ça a eu des conséquences funestes. Donc ce sujet, on l'a toujours travaillé en profondeur, on a toujours essayé de construire avec les médias, mais la réalité, là je rejoins, hein, c'est vrai que oui, l'appréhension du public, le grand public quand même quelque part, et le fait que le secours en montagne de manière générale soit aussi et autant médiatisé, a largement contribué à dégrader ce que moi j'ai appelé le pacte social entre la société et les pratiquants de la montagne, et les gens, le grand public, j'allais dire, qui ne pratiquent pas, est beaucoup dans l'incompréhension de pourquoi les gens prennent ces risques-là. Donc aujourd'hui, il y a un fossé qui, à mon avis, est beaucoup trop profond par rapport à la réalité du risque. Alors c'est intéressant ce que vous dites. En quoi, quand on parle du risque, il y aurait pacte social ? Ça serait quoi la recherche du pacte social? Alors moi, le pacte social, il est assez clair parce qu'il faut voir qu'il y a un coût derrière le risque. Alors là, je redeviens un peu l'ancien gendarme c'est qu'aujourd'hui, quand vous mettez en œuvre une ressource dédiée de 390 gendarmes, 220 CRS, 600 pompiers, des hélicoptères, des gens qui s'entraînent et qui parfois se tuent, donc il y a un coût social qui est important. Donc ce coût qui a été évalué par la Cour des comptes du secours en montagne, il faut le mettre en relation de l'exposition. Donc quand il y a un équilibre entre l'exposition et les coûts qui sont générés par ça, et que je dis que le pacte social est équilibré, si effectivement la société dit mais pourquoi on met en œuvre tous ces moyens de secours pour des gens qui devraient s'assumer par eux-mêmes, etc., le pacte social est déséquilibré. Donc moi je trouve qu'il est déséquilibré aujourd'hui parce que les gens n'acceptent plus de payer pour ce qu'ils appellent eux des inconscients. On n'est pas dans ce champ-là, nous, dans la perception qu'on peut avoir de cette réalité, mais aujourd'hui le pacte social pour moi il est largement fragilisé parce qu'on est incapable, nous, la communauté des montagnards, d'expliquer en quoi ça a du sens et en quoi ce coût social est finalement, somme toute, assez modéré par rapport aux enjeux. Alors je fais souvent le rapprochement à titre personnel entre l'alpiniste et le pianiste virtuose. Au fond, il a sans doute une utilité sociale, l'alpiniste et le pianiste virtuose, qui est tout seul en train de faire ses gammes à la maison et dont tout le monde se moque finalement. Là, le pacte social, il est très déséquilibré aussi. À quelles conditions la prise de risque serait-elle une bonne chose ?
La prise de risque, elle est une bonne chose quand elle a du sens par rapport à une évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi j'ai souvent illustré le fait que les premières montagnes ont été gravies quelque part en même temps, et la première ascension du Mont Blanc, c'est 1786, ont été en fait conquises au même moment où on a conquis la liberté des sociétés démocratiques modernes. Et la première ascension du Mont Blanc, qui est 2-3 ans avant la Révolution française, pour moi, est l'incarnation d'une rupture dans la manière d'appréhender des autres endroits où on n'allait pas. C'était les domaines des dieux, on avait peur de la montagne. Donc aujourd'hui, aller dans des univers où il y a du risque, mais parce que c'est un lieu où on a une quête de liberté qui est profonde, ça a du sens. Mais encore faut-il revenir aux origines de la pratique de la montagne, qui est, moi je le renvoie à cette idée de connecter la date de la première ascension du Mont Blanc avec la Révolution française, en disant oui, c'est une partie de notre histoire occidentale, ça renvoie à des sujets philosophiques très anciens, hein. On peut retourner vers les philosophes grecs, et ce chemin-là, il est continu. Mais encore faut-il y mettre du sens, parce que si effectivement on a une pratique de wing sweater aujourd'hui, on n'est pas chez Platon, Aristote, dans la quête de l'intégrité, du questionnement de soi, etc. On n'est pas dans ce chemin-là. Donc liberté, risque, conscience de soi en tant qu'individu. Si on revient sur ces fondamentaux-là et qu'on arrive à les partager, oui, on peut recréer un équilibre dans le pacte de confiance. On comprend bien que la société, à vous entendre, la société a besoin de prise de risque pour progresser. On le comprend dans la recherche scientifique, par exemple. Le public va le comprendre. Après qu'un alpiniste découvre de nouvelles montagnes, elle va peut-être pas bien voir l'utilité. Alors moi, je le mets dans le voyage intérieur, ce chemin dans la conquête de ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, c'est cette capacité à faire un pas en avant. On est dans les fondamentaux de l'espèce humaine, quelque part, dans la conscience des dangers et des risques du futur, mais ça de manière très générale. Et l'alpiniste, dans sa pratique, incarne tout ça. C'est qu'il est confronté dans une réalité peut-être plus petite que la grande histoire de l'humanité, dans cette question du pas en avant. Est-ce que je fais ce pas en avant? Quelle est ma part de risque propre? Quelle est la part du risque collectif que je dois gérer avec la cordée, avec aussi ce que ça peut impliquer derrière sur le plan social et sociétal. Donc quelque part d'avoir l'alpinisme comme un laboratoire de cette quête de soi, de cet alignement de l'intériorité, et en plus je mets de côté un peu toutes les dimensions esthétiques qu'on peut rajouter largement, mais si on revient sur ce sens-là, on peut retrouver effectivement une accroche assez solide au sens de la pratique de l'alpinisme. Et donc c'est une démarche à valeur finalement universelle, qui va bien au-delà de l'alpiniste, qui peut nous intéresser tous. Si on arrive, pour peu qu'on arrive à le partager et que les alpinistes acceptent de parler aux autres, et que ce ne soit pas non plus un univers qui vit entre soi, qui se raconte des histoires entre soi, ça n'a aucun intérêt. Alors, bien sûr, pour les gens eux-mêmes, c'est une réalisation de soi, donc c'est quand même intéressant. Mais si on ne partage pas ce bien universel, ce bien commun, ben personne ne le sait, donc il n'a aucune valeur. Donc aujourd'hui, on a un enjeu, il y a très peu d'alpinistes qui communiquent comme communiquaient les alpinistes dans les années 50, 60. Il y avait des films qui étaient vers le grand public, qui n'étaient pas intracommunautaires, avec une vision très restrictive des choses, on est un peu dans la névrose de l'exploit, etc. Mais finalement, ça parle à personne. Donc si on repart dans la grande histoire de l'alpinisme qui partage, et je pense que des gens comme Lionel Daudet ont été capables d'aller vers le grand public, et c'est intéressant. Donc si on a ces passeurs du sens de cette activité, oui, l'alpinisme a sa place dans l'aventure collective. Si on n'est pas capable de le partager, ben c'est l'histoire de quelques-uns qui aura une fin, un jour, c'est sûr. Alors vous l'avez évoqué d'un mot tout à l'heure, vous n'êtes plus aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, gendarme, vous êtes directeur commercial monde de la société Petzl depuis quelques mois seulement. Alors, je pense que pour vous, à titre personnel, c'est une prise de risque, pour le coup. Et puis, c'est une immersion dans ce qu'on appelle le risque d'entreprise, d'entreprendre. Vous allez utiliser tout ce que vous venez de nous dire, tout ce que vous avez vécu dans cette nouvelle expérience? Alors, c'est certain qu'il y a une continuité de mon chemin. Oui, parce que c'est le milieu montagne, mais pas que, je suis. Non, mais je parle plus en profondeur dans le sens de ma démarche qui est de quitter le cocon de l'administration, qui est, certes, j'avais probablement une belle carrière qui se déroulait devant moi sans difficulté. Il faut rappeler que vous êtes colonel. Hein. J'ai été colonel relativement jeune, etc. Donc je restais si je réussissais quelques petites choses encore, il y avait des perspectives. Donc là, je repars à zéro. Donc ça, c'est quand même, c'est bien de dire à ses enfants, allez-y, vous allez vivre dans un monde volatile, ambigu, etc. Mais moi, je suis dans le cocon et voilà, prenez des risques. Non,
il fallait un peu payer par l'exemple, entre guillemets. Donc effectivement, cette démarche de transition professionnelle et d'aller tester quelque chose sans certitude. Chaque jour, je ne sais pas où je vais aller clairement. Donc c'est assez intéressant. On est dans un autre risque, effectivement, qui est celui de l'entreprise, d'un projet qui est tourné beaucoup vers le monde, parce c'est une entreprise qui fait 85% de son activité à l'export. Donc on est totalement tributaire des soubresauts du monde. Donc c'est quand même intéressant d'être dans ce petit bateau Petzl qui va devoir naviguer entre des gros mammouths de l'outdoor, hein, des grosses structures, puis des petites entreprises derrière que j'appelle des piranhas qui viennent mordre un peu les mollets derrière. Donc voilà, il va falloir naviguer dans cet univers-là qui est effectivement un univers qui comporte beaucoup de versatilité, d'ambiguïté et de contraintes externes. Donc il faut avoir un cap. Il faut savoir où on va cheminer au milieu des crevasses du glacier, du business, quoi. Ouais, mais vous savez, quand on dit, on va faire le parallèle avec l'alpinisme, vous savez, quand on dit au grand public, l'entreprise prend des risques, généralement il y a un sourire un peu, on dit oui, bon, faut pas exagérer, les entreprises ne prennent pas vraiment des risques. Alors, le risque, il est un petit peu différent, parce que le risque, il est plutôt en interne, le risque social interne, c'est-à-dire le licenciement en cas d'échec où la structure périclite et c'est tous les collaborateurs qui sont licenciés. Le risque, il est là. Le risque de perte financière, mais qui impacte plutôt les gens qui sont les actionnaires des structures. Mais on n'est pas dans un risque vital pour autant. Donc il faut aussi mettre une hiérarchie dans les risques. Moi, j'ai été dans des métiers où j'ai perdu des camarades de mes équipes. Je ne mets pas ce risque-là dans la même échelle de valeur que le risque financier ou que le risque de licenciement quelque part. Et je crois qu'il ne faut pas non plus l'oublier. Et la montagne, pour revenir à la montagne, elle met quand même dans la hiérarchie des valeurs la solidarité et la vie comme un enjeu essentiel. On est bien recentré sur le sens profond de l'existence humaine. C'est je vis, je meurs. Mon risque, il est vital. Ce n'est pas un risque théorique. Donc là, je suis passé dans un univers où on est quand même dans un risque fort, mais qui est moins élevé en termes de conséquences dramatiques. Le risque vital. Le risque vital que ce que j'ai vécu par le passé. Donc je fais vraiment la différence. Et là aussi, mon expérience me permet aussi de voir un peu la hiérarchie entre ces deux risques-là, et que je ne mets absolument pas à égalité, bien entendu.